Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le président Paul-Henri Damiba. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain Foucault. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non, j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu, celui de M. Kaboré? À un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue. Voilà, quand on ne voit pas d'issue, et je pense que un des facteurs qui nous a poussé à agir, c'est au niveau de la nomination de certains responsables qu'on connaissait, et puis nous ne pensions pas qu'ils pouvaient donner une certaine dynamique à l'engagement opérationnel des forces. Justement, parlons d'appui extérieur. On a souvent dit que ce coup d'État était un coup d'État fait à la barbe des autorités militaires françaises qui étaient sur place. C'est vrai, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné dit aux autorités françaises, aux militaires français qui étaient sur place, ne vous en mêlez pas, on va faire ce coup de force, parce que tout le monde attendait ce putsch? Bon, moi je préfère parler de ce que moi je connais. Et ce que je connais, c'est que notre action n'avait bénéficié du soutien ou de la contribution d'aucune autre force politique, étrangère, militaire, en dehors des structures militaires nationales. Donc, Mais comment expliquer le silence de l'armée française qui était là, à l'aéroport, qui a regardé tout cela se passer au moment où vous renversez le président Kaboré? Comment l'expliquer si vous n'aviez pas leur quitus, si vous n'aviez pas négocié avec eux qu'ils se calment, ou si ce n'est pas eux qui vous ont inspiré? Non, moi je ne peux pas expliquer quel était le stade de la coopération entre le président Kaboré et puis ses forces. Et puis je ne pense pas que ces forces-là soient sur notre territoire là pour s'immiscer dans des événements pareils. Ah bon? Oui, je ne pense pas. Parce que nous n'avons pas eu la bénédiction d'une seule force française pour faire notre coup d'État. N'en parlons pas d'une autre force étrangère. Voilà, c'est vraiment, véritablement l'engagement, la détermination et l'envie d'apporter des solutions pour stabiliser notre pays qui nous ont motivés. J'étais en train de dire, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de fantasmes sur l'idée selon laquelle les forces françaises ne jouaient pas le jeu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires, très concrètement, parce que les Africains ont envie de le savoir. Est-ce que les forces françaises jouent vraiment le jeu ou est-ce qu'elles sont là de façon dilettante, comme le dit une certaine rumeur? Monsieur le Président, c'est important pour les Africains de le savoir. Est-ce que vous avez eu leur coopération, oui ou non? Non, au début, on a eu une coopération difficile, mais à force d'explications et à force de discussions, on parvenait à travailler avec ces forces-là. Mais s'ils ne vous donnaient pas de renseignements, puisque vous disiez tout à l'heure que ce qu'ils devaient vous fournir pour que vous opériez au sol, c'était le renseignement. Et que vous n'aviez pas ce renseignement-là. Comment vous travaillez alors ensemble? Qu'est-ce qui peut expliquer cette rupture dans la chaîne qui vous permet de combattre de façon efficace? Non, il n'y a pas de... Vous savez, quand c'est un nouveau pouvoir, et comme ce que je l'ai dit au début, c'est pas un pouvoir qui a été béni par les forces extérieures, par les groupes politiques, non. C'est une initiative d'acteurs qui étaient convaincus qu'il fallait mouiller le maillot pour aider le pays à se stabiliser. Ce n'est pas votre style, vous ne parlez pas souvent, mais vous n'êtes pas du genre à faire de la lampe de bois, mais vous arrivez aux affaires, vous tenez le pays, vous avez envie de combattre ces djihadistes qui ont divisé le pays et qui font des morts, qui violent, qui tuent un peu partout sur le territoire. Vous parlez à votre partenaire militaire. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne vous donne pas les éléments pour aller à la bataille? Bon, quoi qu'on dise, je pense que à tout début, il faut convaincre. Il faut convaincre pour que les gens comprennent, voici la dynamique actuelle, mais tant qu'on n'a pas convaincu un partenaire particulier, c'est difficile que le partenaire s'engage. Moi, je sais que, quoi qu'on dise, nous avons bénéficié, et c'est en toute honnêteté, c'est pas parce que j'aime particulièrement les Français au détriment d'une autre nationalité. Mais quoi qu'on le dise, quand on a des événements à certaines heures de la nuit, ils nous viennent en secours. Quand on a des blessés, ils nous appuient. Si on a bénéficié, c'est pas. Je disais que nous avions eu des incompréhensions
sur beaucoup de, voilà, sur notamment la communication et la coordination de la chaîne opérationnelle. Nous avons eu des incompréhensions sur ça. Et chaque fois qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des correspondances que nous leur avons transmises pour leur dire, ah, ici, sur tel volet, nous ne sommes pas satisfaits, sur tel autre, nous ne sommes pas satisfaits. Mais je pense que l'ensemble des militaires qui ont opéré véritablement dans les contrées de notre pays peuvent attester. Nous avons eu des soutiens pour relever nos blessés, pour évacuer nos corps. Nous avions eu certains apports en renseignement. Nous avions eu de l'appui-feu par moment. Mais c'est avec le temps, c'est pas acquis. On a envie de comprendre. On a l'opportunité que vous parliez, parce que vous ne parlez pas souvent. Qu'est-ce qui explique que cette guerre dans votre pays n'aille pas dans le bon sens? Qu'est-ce qui explique que l'on en soit aujourd'hui encore à avoir une telle division du pays? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous, le militaire, dites-nous, c'est quoi? Bon, ce que je vais donner mon point de vue sur cette question-là, à la lumière de la petite expérience que j'ai. Je pense que j'ai dit dans un de mes messages que notre problème est majoritairement interne. C'est vrai qu'il y a l'influence des groupes, des grands réseaux extrémistes. Et nous avons pu amoindrir l'influence de ces réseaux-là sur nos groupes. Mais le problème est majoritairement interne. Le problème est majoritairement interne. Ce que nous combattons, c'est bel et bien majoritairement des Burkinabés de sang résidant au Burkina Faso, par moment en tout cas, dans certaines portions qui sont hors de contrôle de notre pays. Donc le problème, il est fondamentalement interne. Il est majoritairement interne. Mais comment combattre cela? C'est exactement quand une partie d'une population essaie de trouver des voies et moyens pour régler. Malheureusement, la solution qui est trouvée, ou bien c'est la solution à portée de main, c'est le combat armé. Mais pour vous, comment il faut procéder? Vous avez été aux affaires, vous en avez fait l'expérience. Les choses ne se sont pas arrangées non plus pendant la période où vous étiez là. Pourquoi? Et c'est quoi la solution? Moi, je pense que, contrairement à ce qui est raconté, nous avons eu beaucoup de résultats. Nous avons eu beaucoup de résultats. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de nos résultats. Mais c'était quoi les résultats de façon concrète? Les résultats, vous savez, dès le mois de février, nous avons commencé à faire des opérations de ciblage. Ces opérations-là, nous ne pouvons pas mettre ça à la disposition du public. Mais il y a des groupes de personnel qui travaillaient sans relâche 24 heures sur 24 pour désorganiser les réseaux terroristes. On a comptabilisé pas moins de 170 à 175 sorties d'opérations de ciblage. Chacune de ces opérations-là a visé et a détruit des éléments armés. Oui, c'est des résultats que nous n'avions pas voulu porter, mais tout est disponible. Je pense que tout est disponible, mais notre plus grande réussite, c'était la dynamique de démobiliser les groupes armés. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Mais on avait pu, en son temps, en tout cas autour d'une centaine, des éléments d'anciens combattants qui sont revenus nous donner leurs armes. Et ça, ce résultat-là, on ne parle pas suffisamment de ça. Mais parce que vous n'en avez pas fait état. Donc vous estimez que vous avez fait avancer les choses pendant la période où vous avez été aux affaires, parce qu'on a vu qu'il y avait toujours presque autant de morts, de civils tués, de villages récupérés par eux. Donc on a le sentiment, quand vous dites ça, on se dit, mais c'est où ce résultat-là concrètement? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir commencé quelque chose? Moi, je pense que nous avons eu des résultats. On n'a pas fini les attaques, mais on avait pu désorganiser les groupes. Donc, les groupes étaient plus dans des logiques d'action de représailles que d'action d'attaque contre les forces. Ils faisaient des sabotages d'infrastructures, ainsi de suite, mais on avait des résultats. Parce qu'on est toujours sûr, moi je suis particulièrement convaincu que les solutions que nous avons proposées, ce sont ces solutions-là qui peuvent aider le Burkina Faso à s'en sortir. C'est-à-dire laquelle? Nous avons parlé, tous les grands théoriciens, ou tous ceux qui ont pratiqué ces formes de guerre, appelées guerre asymétrique. Guerre asymétrique,
ils reconnaissent qu'il y a un dosage intelligent qu'il faut faire entre les réponses militaires et les autres formes de réponse. C'est ce dosage-là qu'il faut arriver à équilibrer. Et je pense que c'est important de ne pas focaliser que sur la réponse militaire. Parce que la réponse militaire, nous l'avons expérimentée, on a combattu. Et chaque fois que, ce qui est dommage, chaque fois qu'on arrivait quelque part et puis on pensait avoir tué 10, ou bien on pensait avoir neutralisé 20, mais le lendemain, dans le même village, on en a créé 50. Donc, ça veut dire que l'option purement militaire pour ces crises-là doit être mieux raisonnée, doit être mieux réfléchie. Il faut discuter avec eux, alors. Non, nous avons engagé ce qu'on appelle un dialogue. Parce que au Burkina Faso, nous avons des familles qui ont leurs enfants, qui sont des combattants. Nous avons des frères et sœurs qui ont leurs frères, ou bien leurs cousins, ou bien leurs oncles, qui sont dans les réseaux combattants. Donc pour nous, il fallait créer une certaine confiance avec ces acteurs locaux influents pour qu'ils puissent raisonner. Nous avions opté pour deux approches. L'option militaire ciblée, sans faire trop de dégâts, parce que nos opérations par moments sont mal conduites au point où on peut avoir à porter des dommages sur des gens qui n'ont rien à faire tout simplement parce qu'ils sont dans une zone qu'on considère rouge ou bien orange. Alors que toute forme d'action militaire contre des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme là produit l'effet contraire. Donc nous avons pensé qu'il fallait recalibrer les opérations militaires et puis avoir une dynamique vis-à-vis des groupes armés pour contribuer à la démobilisation. Et je pense que le processus de démobilisation de ces groupes-là est très important pour nos pays qui souffrent du terrorisme, parce que ce n'est pas d'autres nationalités qui sont combattues, c'est nous. Alors quand on entend ça, on se dit, ok, ça va dans le sens, on doit discuter avec des gens qui sont des nationaux, puisque c'est des nationaux qu'il s'agit, mais on a aussi envie de dire, on ne fabrique pas des armes au Burkina Faso, ça ne tombe pas du ciel. Qui les arme? Qui leur donne ces armes-là? Ce n'est pas des Burkinabés quand même, non? On a envie de dire, on veut bien comprendre que ce soit eux qui soient sur le terrain, mais il y en a qui les incitent, il y en a qui les accompagnent, il y en a qui les arment. Qui sont-ils? Non, absolument. Ben, si on pose la question comme ça, on va focaliser sur un domaine et puis laisser pas mal. Il y a des armes qui sont achetées dans la contrebande. Il y a des armes mais ils n'ont pas d'argent, ils sont dans la misère. S'ils sont vraiment dans la misère, comment ils arrivent à acheter des armes en contrebande? Non, d'où vient l'argent? Oui, il y a des réseaux. Il y a des réseaux financiers, soit extérieurs, soit internes. Parce que les groupes, à force de durer sur le terrain, développent des économies. Les vols de bétail. Avant, on parlait plus des rançons, mais c'est devenu maintenant les vols de bétail, l'exploitation de l'or, ainsi de suite. C'est des canaux qui leur permettent d'avoir de l'argent. Donc, ils ont accès aux grands réseaux de contrebande, ils ont accès aux armes peut-être récupérées au niveau de certaines positions ou des forces de défense et de sécurité. Ils ont accès à leur réseau extérieur. Justement, c'est des réseaux extérieurs dont je veux qu'on parle aussi. Les Burkinabés sont sur le terrain, combattent, ça c'est un fait. Mais maintenant, à côté de ça, est-ce que pour combattre de façon efficace, il ne faut pas identifier clairement qui sont ceux qui arment les terroristes? Et puis ça va aussi peut-être mettre fin à des fantasmes que nous avons tous écoutés, c'est-à-dire que ce soit les grandes puissances qui les arment. Qui les arme? Est-ce que ce n'est pas le rôle d'une armée comme la vôtre de déterminer qui sont les auteurs? Qui sont ceux qui arment ces jeunes Burkinabés pour qu'ils combattent leur propre pays? Bon, c'est comme ce que j'ai dit. Je pense que si on focalise trop, on va aller trop vite. Mais sachez qu'il y a des convois d'armement qui peuvent bien passer légalement par nos pays et puis arriver. Et ne pas arriver à la bonne destination. Voilà. Donc, mais ça viendrait d'où? Mais vous savez que c'est des gens qui commandent. Les armes, il y a les fabricants et il y a ceux qui ont l'argent pour payer. On ne fabrique pas pour l'instant des armes. On n'en fabrique pas, mais nous pouvons avoir des gens, des personnels. Mais vous comprenez que cela perturbe un certain nombre d'Africains de se dire,
nous on ne fabrique pas d'armes, ça vient bien de quelque part, et qu'avec l'impressionnant moyen technique dont bénéficient les grandes nations, on ne puisse pas nous dire d'où viennent ces armes, qui les donne, qui a intérêt à ce qu'on continue de se battre comme ça. Vous pourrez comprendre ça. Ça doit être ça, la préoccupation, non, aujourd'hui? Non, je pense que les armes peuvent être tracées. Les armes peuvent être tracées. Je me rappelle que le premier engin explosif, vous savez, il y a les engins explosifs improvisés, ce qui est fait artisanalement, et puis il y a les engins conventionnels, fabriqués dans des usines précises. Voilà. Nous, on a découvert au niveau de Nassombo, je pense que c'est dans les années 2018, des mines de fabrication qui ont quitté certaines soutes de la zone de la Libye là, et qui avaient pu arriver au Burkina. C'est encore avec les armes de la Libye qu'on se bat aujourd'hui? Non, actuellement la Kalachnikov par exemple est l'arme majeure. La Kalachnikov, tout ce qui est, c'est les armes du pacte de Varsovie. Je pense que c'est généralement, si vous prenez les RPG-7, si vous prenez les... Ça vient de Russie? Ça vient de Russie? Bon, non, mais c'est beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés produisent ces armes-là. Ces armes-là. Voilà. Mais bon, nous, dans nos études, en tout cas, on fait la séparation entre l'armement de type OTAN et puis l'armement de type pacte de Varsovie. Donc, bon, est-ce que c'est... Et les armes que l'on retrouve là-bas sont des armements plutôt pacte de Varsovie qu'OTAN? C'est des versions, c'est plusieurs versions de Kalash, de fusils mitrailleurs et puis de RPG-7 notamment. On sait que les grandes puissances font une cour assidue à toutes ces nations de la sous-région Sahel. Ce n'est pas que le Sahel d'ailleurs, mais l'Afrique fait l'objet d'une cour assidue des grandes puissances, avec à nouveau la rivalité que nous avons connue pendant la période de la guerre froide. Aujourd'hui, président Damiba, est-ce que les Russes sont venus vous voir? Et que vous ont-ils proposé, très concrètement? Et quelles sont les nations qui sont venues vous voir en vous disant on va vous accompagner pour pas que vous passiez dans l'un ou dans l'autre camp? Je peux dire que nous avons été approchés par plusieurs sociétés. C'est dernièrement, lors de mon déplacement au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, que j'avais pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Sergei Lavrov. Voilà. Mais en dehors de cela, il ne faut pas voir comme si les États envoient un ministre ou bien pour établir la coopération. Non, nos approches, nous avons été contactés par des sociétés russophones. Nous avons été... Wagner? Non, pas particulièrement Wagner, parce que les réponses qu'ils nous proposaient, bon, pour nous, n'étaient pas bien fondées. Qu'est-ce qu'ils vous proposaient, Monsieur le Président? Non, je vais terminer d'abord par les sociétés là. Nous avons été contactés par des sociétés sud-africaines. Nous avons été proposés par des sociétés ici qui se proposent, même certaines sociétés qui sont basées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui se proposent d'envoyer leur personnel occuper une zone, défendre nous aider. Oui. En contrepartie de quoi? Bon, les contreparties, c'est sûr que ça va nécessiter des paiements, mais nous n'étions pas dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui m'a fait dire lors d'un entretien avec la troupe à Bobo que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, ça devient sa chose. C'était une manière de dire mais notre fierté, notre intégrité, notre côté burkinabé, notre fierté nationale, ça va rentrer où à ce moment? Voilà, tant qu'on peut trouver des solutions entre nous, pourquoi ne pas privilégier ces solutions-là? Mais vous savez que vous n'avez pas les moyens de lutter contre cet hydre terroriste qui a plusieurs têtes. Aujourd'hui, vous avez vu le French bashing qu'il y a sur le continent, le rejet de la France par de nombreux jeunes qui militent régulièrement. On a vu ça aussi au Burkina, du temps où vous étiez président. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez la colère des jeunes contre la France dans les pays du Sahel? C'est compréhensible. C'est compréhensible. Et je pense que surtout la jeunesse. Voilà, et nous Pourquoi c'est compréhensible? Non, c'est compréhensible du fait de l'histoire. Vous savez, quand on te raconte l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, l'histoire des indépendances, c'est des choses qui marquent parce que l'homme a un certain
égaux. Voilà, donc il y a toute cette histoire qu'on traîne avec la France là. Mais est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Est-ce que cette présence française n'est pas aussi un élément qui explique ce rejet-là? Cette présence française qui pour l'instant est inefficace du point de vue de la guerre qu'elle est venue mener. Est-ce que ça ne peut pas être ça l'une des explications selon vous? Bon, c'est à moins de généraliser, pour revenir sur le cas du Burkina, on peut dire que les forces françaises qui stationnent au Burkina Faso, leurs opérations ne s'inscrivaient pas dans le cadre du territoire burkinabé. Je pense que c'est un détachement qui contribuait plus pour la zone du Mali et puis en allant jusqu'au Tchad. Comment vous expliquez ces drapeaux russes qui ont fleuri dans les manifestations au Burkina Faso, un peu partout sur le territoire depuis quelque temps, pendant que vous étiez sur place également? Comment vous l'expliquez? Non, je pense que c'est principalement l'œuvre de certains courants panafricanistes. Voilà. Je pense que nous pouvons compter, nous comptons également parmi les panafricanistes parce que nous sommes aussi amoureux. Nous avons ce désir-là de voir l'Afrique se porter mieux, de voir nos pays se porter mieux, de voir l'Afrique se porter mieux. Mais ce que je ne partage pas totalement, la manière de faire, parce que je pense que c'est du déjà vu, de Patrice Lumumba, en passant par Thomas Sankara, ainsi de suite. Si vous prenez les Kwame Nkrumah, si vous prenez l'histoire de Sékou Touré, c'est des exemples qui doivent nous éclairer et qui doivent nous permettre de ne pas forcément répéter à la lettre tout ce qui a été fait. Ils ont une vision claire de la chose, mais comment on implémente ça au mieux? Si vous prenez les pays du BRICS, là, c'est pas des pays qui ont clamé, et puis ça s'arrête à des mots. Il y a de l'action. Voilà, donc je pense qu'actuellement, là, nous tous, tout le monde sait comment l'Afrique doit procéder pour se développer. Et pourquoi elle ne procède pas de cette façon-là? Mais parce qu'on parle plus qu'on agit. Voilà, et puis moi je suis réaliste. Je pense que quand tu veux mener un combat, il faut examiner ses forces, voir ses faiblesses, voir contre qui. Voilà, on ne mène pas des combats à l'aveugle. On n'est pas obligé de dire à tout le monde, à toute la planète, on va travailler comme ça pour nous en sortir. Non, il suffit juste qu'en interne, on soit cohérent entre nous, on soit unis autour de ces idéaux-là et qu'on mette la machine interne en marche pour pouvoir parvenir à ça. Sinon, ça sera juste du déjà vécu. Monsieur le Président, on sait que vous arrivez aux affaires dans une situation où il y a d'autres putschs qui se sont réalisés chez vos voisins maliens, en Guinée d'Alpha Condé. Quelles étaient vos relations avec les autorités maliennes? On a eu le sentiment que vous étiez considéré comme l'homme des Français et que vous n'aviez pas une relation propre, saine, proche avec les autres militaires. Et on craignait d'ailleurs cette contamination de la part des autorités occidentales. Quelles étaient vos relations? Est-ce que vous vous entendiez ou est-ce que vous étiez un peu en marge de ceux-là qui avaient fait le putsch? Non, moi j'ai fait ma première sortie officielle au Mali. Donc j'ai bien échangé avec le président de la transition malienne. Je pense qu'en matière de choix ou en matière d'options, les pays sont souverains. Nous n'avons pas choisi d'être avec la France. Nous sommes venus trouver des Français là-bas. C'était voir d'abord quel partenariat opérationnel pouvait être maintenu, amélioré avec eux. Mais nous avons toujours prôné la diversification des partenaires. Et nous avons fait les recherches partout pour voir où tisser et quel partenariat opérationnel pour renforcer, pour aider à la stabilisation du pays. Je n'avais pas particulièrement de mauvaises relations avec Assimi Goïta. Ils ont promis de... Mais vous n'aviez pas la même option? Non, parce que il ne faut pas que nos pays dans la sous-région retombent dans les années 1884 avec la conférence de Berlin. Il ne faut plus qu'on repartage nos pays entre zones d'influence. Mais c'est ce qui est en train de se passer, Monsieur le Président. Oui, mais c'est ce qu'il faut éviter. Mais je pense. Mais c'est pour ça que je pose la question de savoir quels étaient les rapports avec le président Assimi Goïta et avec le président Mamadou Doumbouya.
Mamadi Doumbouya? Non, avec le président Assimi, on avait de très bons rapports. On avait décidé d'engager au niveau de la frontière Mali-Burkina de faire des opérations militaires conjointes, mais en excluant les partenaires. Ça veut dire c'est un problème commun entre le Burkina et le Mali. Si lui, il va faire intervenir d'autres forces chez nous, ça va être... Wagner. Voilà, donc on avait dit, pour la question frontalière, ça sera entre nos unités. On peut le faire. On peut le faire et je pense que ce n'était pas une mauvaise option. C'était pas une mauvaise option. Voilà. Pour le président Doumbouya, on avait des relations fraternelles. Voilà. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aux affaires, vous avez amené avec vous un certain nombre de personnes avec qui vous avez fait ce putsch pour faire partir le président Kaboré. Et puis un jour, patatras, on apprend que l'armée se rebelle, qu'il y a des tensions, et ces tensions vont se terminer par votre départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je pense que ce n'est pas une question qui doit m'être adressée. Je pense que c'est plutôt parce que, pour dire la vérité, comme je disais au début, nous avons associé beaucoup, notamment des officiers, de beaucoup d'entités différentes de nos forces armées. Et quand c'est trop large, il y a forcément de petites incompréhensions, mais moi je ne m'attendais pas à ça parce que je ne voyais pas le problème majeur. Mais pourtant, celui qui va être à la tête de l'opération, c'est quelqu'un que vous connaissiez bien, non? Qui faisait partie de vos équipes, non? Oui, bien entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait qui puisse faire que, d'un coup, il y a des unités qui se liguent contre vous et vous fassent partir? Non, moi je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que, véritablement, s'il y avait un problème majeur, j'aurais... Bon, voilà, il devrait... Mais avec le recul, vous savez quand même ce qui s'est passé? Non, avec le recul, moi je peux dire que, en toute vérité et en toute... voilà, de bonne foi que je le dis, je pense que nous avons simplement été incompris. Notre transition, je ne parle pas de ma personne, la transition que je conduisais jusqu'en septembre, nous avions été incompris. Par qui? Par la population? Pas par la population seulement. Parce que je pense que nous sommes allés un peu trop vite dans certaines décisions. Parce que, par exemple, la venue du président Compaoré. Justement. Voilà. Mais c'est pas. Moi, je n'ai aucun regret pour ça. Pour vous, vous payez les frais d'avoir voulu faire une réconciliation en faisant venir le président Compaoré et tous les autres chefs d'État? Non, pas ça. L'ancien chef d'État? Je vais d'abord terminer sur ce que je pense de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a de l'incompréhension, peut-être côté de la population qui s'attendait à une rapidité dans les mesures pour stabiliser le pays. Ils pensaient, on est impatient de nature, le Burkinabé est impatient, voilà. Donc je pense qu'il y a eu cette impatience-là aussi qui s'est exprimée. Il y a eu surtout de la manipulation. De la manipulation parce que un pouvoir qui vient issu d'un coup d'État, je pense que le régime qui est tombé... C'est les politiques qui vous ont fait tomber finalement? Ils ont d'une manière ou d'une autre contribué. Je pense qu'ils ont d'une manière ou d'une autre contribué. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise aussi au sein de l'armée? Puisque c'est l'armée qui vous a renversé, même si par après, le même peuple qui vous avait soutenu auparavant lorsque vous arriviez a soutenu ceux qui sont arrivés. Est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise dans l'armée? Et ça venait de quoi? Pourquoi un capitaine Traoré se lèverait un matin et ferait partir le président Damiba? Moi, je pense que c'est à lui véritablement que la question pourrait lui être adressée. Moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec lui, jusqu'à la date du 29-30 là, où j'ai pas compris. Et voilà, parce que c'était des unités qui étaient destinées, que nous avions... Voilà, moi, je ne m'attendais pas à cette action-là, à ce moment de la transition. Voilà, c'est sûr que quand un pouvoir issu d'un coup d'État arrive, bon, il y a toujours ces rumeurs de mécontentement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait un mécontentement dans l'armée? Non, il y avait plutôt des montages. Vous savez, ils ont fait des montages que le président Damiba a attribué des parcelles à certaines parties des unités. Le président Damiba a attribué des logements. Il a donné de l'argent à... Non. Et pourtant... C'était pas vrai? Non, tout est faux. Nous avons procédé à ce qu'on appelle une régularisation administrative des forces spéciales
qui ont été créés depuis les années 2018 ou 2019 et qui ne bénéficiaient d'aucune prime alors que leur papier leur octroyait des primes. Donc ça a été, j'ai demandé au ministère de régulariser leur situation. Je pense que pour les logements aussi, bon, moi je ne sais pas depuis quand, c'était avant nous qu'ils ont eu des logements. Et apparemment, il y a un promoteur immobilier qui leur a accordé des logements. Malheureusement, ils ont fait le tirage au sort et l'affectation de ces bâtiments-là. Et voilà, pendant nous. Sinon, nous, on n'a pas... C'est pas vous qui étiez à la manœuvre. Voilà, on était à la manœuvre. Donc, je pense qu'il y a eu ça du côté de l'armée. Mais je pense que véritablement, pour terminer sur le putsch là, je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Vous êtes renversé. Est-ce que vous avez pris langue avec le pouvoir actuel? Bon, depuis mon départ, je n'ai pas eu de contact avec le pouvoir actuel. Bon, quand ils auront besoin, j'ai préféré ce recul-là pour leur laisser la possibilité aussi d'orienter les choses, espérant que... Mais on a dit que vous êtes parti avec un certain nombre d'officiers supérieurs parce que vous vous prépariez à revenir, parce que vous n'avez pas abandonné l'idée de reconquérir ce pouvoir-là par les armes. Ah bon? Ça c'est nouveau. Ah bon? Vous n'étiez pas au courant? J'entends certaines choses, mais je ne savais pas que c'était arrivé là-bas. Non. Quand je quittais Ouagadougou, il y avait 3 membres de l'équipage de l'hélico. Voilà, ils sont tous capitaines. Ceux qui vous ont déposé dans le nord du Togo avant que vous ne soyez acheminé ici. Voilà, exactement. Il y avait 3 membres d'équipage, 3 capitaines, et puis un élément de ma sécurité, un capitaine, voilà, qui était là. Donc ils étaient 4 capitaines. Et je pense qu'ils sont rentrés à la demande des autorités actuelles. Donc je profite en tout cas faire insister pour qu'ils puissent permettre à ces officiers-là de reprendre leur service ou bien voilà. Ils sont où actuellement? Bon, j'ai appris en tout cas de certaines sources que certains seraient en résidence surveillée. Donc je profite en tout cas pour que les autorités se penchent sur leur situation parce que je ne vois pas ce qu'ils ont. Il y a un élément de sécurité, un capitaine qui est venu avec moi, plus 3 membres d'équipage. Voilà. Donc tous les 4 sont retournés au Burkina Faso? Tous les 4 sont retournés au Burkina. Mais ils sont en résidence surveillée? Bon, je pense qu'il doit y avoir une personne qui a rejoint sa famille, mais il doit y avoir 3 ou 2 qui sont actuellement en résidence surveillée. Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'être partis avec vous? Bon, je ne sais pas. Sinon... C'est quoi l'avenir immédiat pour le président Damiba aujourd'hui? Vous comptez repartir à la conquête? Vous comptez vous mettre à la disposition de ces autorités-là pour travailler? Non, moi je suis dans une situation partagée. Je ne peux pas abandonner mon pays. Je ne peux pas. Moi je m'inscris dans tout ce qui sera en termes de construction du Burkina Faso, tout ce qui va aller dans le sens de bâtir un pays plus stable, de bâtir un pays prospère et puis de bâtir un pays qui tient debout. Avec les autorités actuelles, c'est possible? Est-ce qu'il y a des démarches entreprises par d'autres pour vous rapprocher? Je ne suis pas loin d'eux parce que je pense que tous pratiquement sont mes cadets et je pense qu'ils savent ce que je tiens, ce que j'ai comme valeur intrinsèque et puis l'image que je vais toujours refléter, celui d'un homme qui est utile à la société, qui est utile à son pays, c'est tout. Peut-être créer de nouvelles dynamiques qui peuvent peut-être aider à relancer le pays. Et c'est ce qui compte, c'est pas nos personnes. Mais vous n'êtes pas en opposition, vous n'êtes pas en train de dire il faut que je revienne parce qu'ils ne réussiront pas. Est-ce que vous pensez qu'ils puissent réussir? Non, pour le moment, moi j'observe. Pour le moment, j'observe les dynamiques qui sont en train de vous êtes plutôt optimiste? Et je voudrais simplement demander à ce qu'ils puissent véritablement, comme dans le message que j'ai dit avant de renoncer à ma fonction, j'ai demandé à ce qu'ils puissent insister sur la réconciliation. Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cet entretien avec le président Paul-Henri Damiba. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe dans votre pays, qu'avez-vous envie de dire? On demande le départ de Sabre, on demande le départ des Français. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes à l'extérieur maintenant?
je ne voudrais pas trop commenter certaines décisions des autorités politiques actuelles, mais je regarde, je suis en tout cas certains événements qui se passent dans mon pays, mais je pense qu'il y a de la prudence quand même il faudrait observer en tant que décideur politique. Le piège en tout cas qu'il faudrait tout faire pour éviter, c'est qu'on n'aille pas vers une nouvelle partition encore de l'Afrique. Mais on se retrouve dans une situation, si vous permettez, Monsieur le Président, où il y a une armée qui estime que les résultats ne sont pas là et qui estime que la présence de l'armée française n'est pas nécessaire. Est-ce que vous comprenez ce choix-là? Vous qui avez travaillé sur le terrain, qui avez été avec eux, vous comprenez le fait qu'ils disent aujourd'hui l'opération Sabre n'est plus nécessaire sur le territoire? Non, l'opération Sabre à son départ ne conduisait pas des activités à l'intérieur du Burkina Faso. C'est avec l'avancée du phénomène terrorisme que Sabre a appuyé de temps en temps. En tout cas, pendant que nous étions au pouvoir, nous avons connu certains moments difficiles en termes de coordination de nos activités. Sabre vous a aidé dans la coordination de vos activités? Non, nous avions eu des problèmes de coordination au départ. Mais tout ça, je pense qu'on doit pouvoir discuter. Pour ma part, le problème que nous connaissons au Burkina Faso, à savoir l'insécurité, est d'abord une problématique, une question interne. C'est une question interne. Si nous prenions aujourd'hui d'autres partenaires qui ne connaissent pas nos réalités, qui ne connaissent pas nos populations, qui ne connaissent pas nos habitudes, qui ne connaissent pas le mode d'action ou le mode d'évolution des bandes ou des groupes armés. Et comment ces partenaires-là peuvent être efficaces? Pour vous, les groupes russes ou les mercenaires dont vous avez parlé dans la première partie de cet entretien ne sont pas à envisager? Non, pour moi, c'est une histoire d'orientation politique. On chasse les Français aujourd'hui, par exemple. Ce qui est une décision, si c'est une décision politique, mais quel mécanisme on trouve pour combler pour vous, pour chasser, comme vous dites, voilà, pour vous, pour chasser les Français, comme vous dites, c'est le terme que vous avez utilisé, il faut d'abord avoir quelqu'un d'autre. On a le sentiment qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre. Est-ce que nos pays, les pays africains ne peuvent pas se démerder par eux-mêmes et multiplier les partenaires, tout simplement, sans que ce soit les Russes ou ce que l'on veut, tout ce que l'on cite en ce moment? Non, absolument. Moi, pour notre dynamique, par exemple, nous étions persuadés et nous sommes encore convaincus aujourd'hui que l'immixtion des tiers dans un problème interne, ça va créer davantage de problèmes. À partir du moment où nous avons des leaders sociaux, nous avons des leaders communautaires qui sont respectés et qui peuvent parler aux uns et aux autres. C'est ce qui nous manque profondément au Burkina Faso. On aime tellement être bien pour soi seul que bien pour l'ensemble. Si vous deviez dresser votre bilan aujourd'hui, concrètement, de ces 8 mois-là, vous diriez quoi? Qu'est-ce que gardera l'histoire de ce passage de M. Damiba aux affaires? Que gardera-t-on d'Damiba qui est passé aux affaires pendant 8 mois? Si vous prenez le tableau de l'insécurité dans notre pays, au moment où nous venions en janvier et au moment où on le laissait, et vous allez remarquer que certaines poches ont été, certaines zones ont connu un calme. Et comme vous dites ça, on a vu plutôt que l'insécurité a grandi dans le pays, qu'il a gagné d'autres régions. Non, Elle a gagné d'autres régions, l'insécurité. Non, je ne parle pas, je parle de deux tableaux. Le tableau qui existait au plan sécuritaire jusqu'en janvier 2022 et le tableau sécuritaire qui existait entre janvier et puis fin septembre 2022. Si vous prenez ces deux tableaux,
vous allez constater aisément qu'en termes de stabilisation des zones, certaines régions de l'Est ont connu une accalmie. Je ne dis pas que nous avons supprimé toutes les attaques, mais il y a eu des accalmies dans certaines zones dans la région de l'Est, dans la région du Nord et dans la région de l'Ouest et dans la région du Sud-Ouest. Il y a des zones qu'on avait pu, par certaines opérations de ciblage là, et on avait pu apaiser. Le deuxième volet, c'est par rapport aux personnes déplacées. Nous, quand on venait, le nombre des populations déplacées était autour de 3 millions. 3 millions. Autour de 3 millions de personnes déplacées. Et notre travail a permis de réduire le nombre de personnes. On était même descendu en bas de 2 millions, autour de 2 millions 400. C'est des tableaux qui existent. Ça veut dire que les populations même repartaient. Il y a des régions où les populations repartaient. Et si on prend le troisième volet en termes de gouvernance, je peux dire sans essayer de nous vanter qu'il y aura des systèmes politiques qui ont été aussi transparents dans la gestion que le système que nous avons conduit. Justement, vous savez, le reproche que vous font un certain nombre de personnes à Ouagadougou, c'est que pendant votre période, il y a eu des affaires, il y a eu des malversations, que vous vous seriez enrichi pendant cette période-là. Que répondez-vous à ça? Quand vous parlez de gouvernance, on a envie de comprendre. Je ne réponds pas aux personnes qui veulent juste discréditer ou salir. Je ne réponds pas à ces personnes-là. Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement, je suis prêt à répondre devant les juridictions. Vous n'avez rien pris, vous n'avez rien emporté avec vous. Mais vous me voyez là, est-ce que je ressemble? Bon, les camarades se moquaient de moi qu'ils n'ont jamais vu un président aussi pauvre que moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par les réseaux, mais c'est vraiment du fake. C'est des trucs montés juste pour discréditer ou pour salir. En tout cas, moi, je suis en paix avec ma conscience. Et puis, l'avenir nous dira qui a raison ou qui n'a pas raison. Monsieur le Président, aujourd'hui, si vous aviez un mot pour les autorités aux affaires aujourd'hui, ceux qui vous ont succédé, quel serait-il? Que leur conseilleriez-vous aujourd'hui? Ce que moi je pourrais leur dire véritablement, c'est d'aller vers la paix. D'aller vers la paix. Parce que ils savent que notre pays a beaucoup souffert. Il y a trop de populations qui ont perdu la vie. Il y a également il y a la misère qui s'installe. Il faut faire l'effort d'aller vers la paix. Aller vers la paix, pour moi, ça veut dire éviter au maximum tout ce qui peut renforcer la guerre. Mais quand vous dites ça, avez-vous le sentiment qu'ils ne vont pas vers la paix? On a le sentiment que tout le monde veut aller vers la paix. Mais est-ce qu'ils ne vont pas à la conquête de la paix aujourd'hui? Il faut tout faire pour unir nos forces entre elles. Il faut oser dialoguer avec les groupes armés. Il faut oser dialoguer parce que il ne faut pas qu'on les regarde comme des gens d'une autre race ou bien d'un autre pays. Mon parcours militaire m'a montré effectivement que le meilleur stratège, en tout cas, c'est celui où cette personne qui arrive à plier l'ennemi sans avoir à tirer ou à le combattre. On faisait des opérations calibrées, précises, qui ne causaient pas beaucoup de dommages collatéraux. Et parallèlement, nous entretenions ce qu'on appelle des échanges pour savoir, et on avait pu démobiliser. Et je pense que la démobilisation doit être prônée. En plus de certaines actions coercitives, limitées et encadrées, la démobilisation là est un facteur important. Mais combien vous en avez démobilisé? Combien vous en avez démobilisé, Monsieur le Président? Bon, nous, on était autour d'une centaine de personnes, mais on avait beaucoup de promesses.
de certaines personnes démobilisées sont reparties pour ramener d'autres. Malheureusement, je pense que toutes ces démarches-là sont plus ou moins à l'eau. C'est-à-dire, Voilà. votre successeur n'a pas suivi cette politique qui était initiée par vous au départ. Non, je ne pense pas qu'il a suivi. En tout cas, pour le moment, je ne pense pas que ça continue. Alors, Monsieur le Président, vous êtes resté silencieux pendant tout ce temps-ci. On se dit pourquoi il sort aujourd'hui. Vous avez envie de repartir à la reconquête, à la conquête de ce pouvoir que vous avez perdu, ou bien qu'est-ce qui vous fait parler aujourd'hui? Je ne suis pas intéressé par un quelconque pouvoir politique. Le pouvoir politique corrompt l'homme. Voilà. Moi, j'ai ma personnalité et mes valeurs que je garde bien pour moi. Et je ne suis pas à la conquête. Je veux simplement être utile pour les autres. Parce que c'est dans ça que nous avons grandi. C'est dans ça que voilà. C'est tant que la valeur d'un homme se mesure par son utilité pour sa société. Voilà. Et c'est juste ça. Donc, les autorités ne doivent pas craindre que Paul-Henri Damiba soit en train de se préparer à revenir et qu'ils soient en train de se dire « je vais reprendre mon fauteuil ». Non, ils n'ont pas. Moi, je ne vois pas une seule raison qu'ils nourrissent de telles idées. Et beaucoup, en tout cas, d'entre eux, ils me connaissent. On n'est pas avide. Moi, mais oui, moi là, j'étais pas un président. Voilà, je me suis jamais comporté un seul jour comme quelqu'un qui s'attache à un fauteuil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Cet entretien est à présent terminé. Restez à l'écoute de nos programmes.